Bonjour, vous êtes sur Décideur TV, c'est Lex Inside, votre rendez-vous consacré à l'actualité juridique. Au programme de ce numéro, on va parler comment être indemnisé en cas de cyberattaque. On évoquera également l'évolution des pratiques RH au sein des cabinets d'avocats. Et enfin, on parlera Legal Prompter. On débute tout de suite cette émission avec Alexandra Cohen-Jonathan, associée fondatrice du cabinet Tamaris Avocat. Alexandra, bonjour. Bonjour Arnaud. Comment les entreprises peuvent-elles se prémunir des cyberattaques ? Alors, si on avait la recette magique, on n'en aurait pas autant. On sait qu'elles sont en croissance. En tant qu'avocat d'assurance, la première chose que je dirais, c'est de veiller à être bien assuré. Aujourd'hui, il y a encore une insuffisance d'assurance chez les entreprises, notamment les TPE, les PME. L'assurance cyber couvre à peu près 3% des autres besoins d'assurance, donc c'est encore très insuffisant. Et pourquoi s'assurer, au-delà du fait que ça permet d'être indemnisé, c'est que l'assureur accompagne dès l'amont les entreprises, précisément pour les aider à mettre en place de bonnes pratiques afin de limiter le risque d'attaque cyber ou en tout cas d'en limiter les conséquences. Aujourd'hui, néanmoins, et malheureusement du fait du développement des attaques cyber, il existe aussi des sites comme l'ANSSI ou même le site du Trésor public qui portent énormément de recommandations sur le sujet. Globalement, on va dire que les bonnes pratiques pour éviter les attaques cyber, d'abord, elles doivent être partagées dans toute l'entreprise. Il ne s'agit pas de mettre des pratiques en place au niveau de la direction si ça n'est pas en aval, suivi par l'ensemble des membres de l'entreprise. Ça veut dire qu'il faut aussi former les collaborateurs ? Il faut former les collaborateurs, en tout cas, pas nécessairement avec des formations très longues et très complexes, mais en tout cas avec les bonnes pratiques qui sont aujourd'hui recommandées tant par les assureurs que, comme je le disais, notamment sur le site du Trésor public ou de l'ANSSI, qui consiste à être vigilant sur ses mots de passe, vigilant sur ses connexions lorsqu'on est en dehors de l'entreprise, ce qui est un vrai sujet, notamment depuis le télétravail, et c'est pour ça qu'il y a eu une croissance exponentielle des attaques cyber, vigilant sur les mails que l'on reçoit, vigilant sur les pièces que l'on ouvre, c'est le b.a.-ba, on le sait tous, mais malheureusement, on peut en perdre le réflexe si on n'a pas conscience des conséquences que cela peut engendrer, non pas au niveau personnel et individuel, mais précisément au niveau de l'entreprise, où toute l'entreprise sera contaminée. Il faut d'ailleurs aussi être vigilant à la façon dont on évoque sa vie privée sur les réseaux sociaux, puisque ce peut être des sources d'ouverture à des attaquants. Concrètement, comment ? Concrètement, c'est de moins en moins à la mode, mais ça a été la grande mode au début des cyberattaques, ce qu'on appelait les arnaques au président, qui faisait qu'une personne se faisant passer pour le président d'une boîte, appelait le service comptable, le service financier, demandait des virements en urgence. Eh bien, cette personne-là était capable de décrire exactement à la fois la vie du fameux président, mais à la fois également la vie de son interlocutrice, demander des nouvelles de ses enfants, par exemple, précisément parce que les réseaux sociaux regorgent de toutes ces informations. Donc la vigilance est de mise, mais malgré tout ça, on est victime d'une cyberattaque. Concrètement, que dois-je faire si je suis entrepreneur et victime d'une cyberattaque ? Alors, il faut en amont avoir également, au-delà de la formation de tous les collaborateurs pour éviter ces cyberattaques, avoir globalement fait deux choses. Un plan de surveillance. Et deux, un plan de gestion de crise. Pourquoi le plan de surveillance ? Parce que la grande difficulté à laquelle on est souvent confronté, c'est qu'on découvre les cyberattaques des semaines, voire des mois après qu'elles aient commencé à être en place dans le système d'information de l'entreprise. Et par conséquent, au moment où on s'en rend compte, il est souvent un peu tard. Donc le plan de surveillance, c'est ce qui permet de mettre en place régulièrement des actions pour vérifier que le système d'information ne soit pas pris en main par des éventuelles attaques. Et puis le plan de gestion de crise, c'est bien évidemment l'essentiel et il faut le mettre en place en amont. C'est le plan qui va permettre d'avoir la liste des numéros d'urgence, parce que quand on est l'objet d'une cyberattaque, sauf à être soi-même une société d'informatique, on va pas forcément savoir quoi faire. Il faut donc savoir appeler les bons interlocuteurs.
Notamment, appeler tout de suite son service informatique, appeler tout de suite s'il est externalisé, appeler tout de suite des experts et l'assureur quand on est assuré, puisque l'assureur justement va fournir l'ensemble des experts techniciens qui vont permettre de gérer cette crise. Et donc, effectivement, dans le plan de gestion de crise, si on a un contrat, tout de suite prévenir son assureur pour qu'il puisse, dans les 24 heures, mettre en place et faire intervenir les bons spécialistes. Globalement, ce que l'on fait quand on est l'objet d'une cyberattaque, c'est assez intuitif, mais on n'y pense pas forcément sur le coup de la crise, d'où le fait d'avoir un plan de gestion de crise, c'est d'éteindre tout son système informatique pour éviter la propagation de l'attaque. Donc, dans l'idéal, avoir mis ensuite un plan de sauvegarde des données qui permette d'avoir un système informatique bis que l'on puisse à ce moment-là mettre en secours en place avec la récupération des données, puisque selon que vous disposiez ou pas de ce plan de sauvegarde, vous aurez vos données en 24 heures ou en 1 mois, 2 mois, ce qui pour une entreprise peut être préjudiciable. Bien sûr. On va conclure là-dessus. Merci pour cet éclairage. Avec plaisir. Merci Arnaud. Vous êtes toujours sur Décideur TV, on poursuit Lex Inside et je suis en compagnie de Cindy Barret, manager exécutif au sein de Michael Page Avocat, pour évoquer le recrutement et l'évolution des pratiques RH au sein des cabinets d'avocats. Cindy, bonjour. Bonjour Arnaud. Quelles sont les tendances en matière de recrutement dans les cabinets d'avocats ? Alors, le marché du recrutement en cabinet d'avocats reste très dynamique. On le voit, des structures continuent de se créer, les cabinets continuent de se développer et donc tout ça correspond à autant de besoins en recrutement pour les cabinets d'avocats. Du côté des profils les plus recherchés, ce sont aujourd'hui les profils qui ont entre 3 et 6 ans d'expérience, donc on appelle les profils mid-level, et qui font le trait d'union entre les collaborateurs juniors et les associés des cabinets, qui sont donc essentiels à la bonne tenue des dossiers et au fonctionnement des équipes. Ce sont aussi les profils les plus sollicités et qui sont ceux également qui ont le plus tendance à quitter le cabinet d'avocat pour aller vers l'entreprise. Du côté des associés, ce sont évidemment ceux qui ont développé une clientèle et un chiffre d'affaires portable, qui sont toujours plus au cœur de l'attention des cabinets, puisqu'ils leur permettent à la fois d'apporter un chiffre d'affaires supplémentaire, et puis également de contribuer à développer et faire fructifier des pratiques qui sont stratégiques pour ces cabinets. Donc tous ces profils sont évidemment très recherchés, la concurrence est rude entre les cabinets pour les attirer. On remarque en parallèle que les attentes des candidats ont changé, parfois de manière assez radicale, et donc ça implique pour les cabinets d'avocats qu'ils s'adaptent et qu'ils fassent évoluer leur pratique RH pour rester attractifs pour ces candidats. Alors, vous évoquez justement l'attractivité. Comment attirer les nouveaux talents ? Alors, la question qui se pose, en fait, c'est effectivement celle de savoir comment les attirer, mais également de les retenir. Donc, les cabinets doivent travailler très fortement leur marque employeur et communiquer de manière claire sur ce qui est attendu des candidats, mais également sur ce qui leur est proposé, y compris dans toute la dimension managériale. Donc, ça va passer par suivre l'organisation du travail dans l'équipe, assurer le suivi de carrière, être très transparent et très clair sur l'ensemble des avantages évidemment financiers, donc la question de la rémunération, mais aussi tous les avantages non financiers, et ça va aller jusqu'à expliquer un éventuel turnover au sein des équipes. En réalité, ce qu'on remarque, c'est que les candidats sont désormais en attente d'un véritable projet, et donc ils ont besoin de comprendre d'où vient le cabinet, où il va et comment eux vont pouvoir s'insérer dans cette dynamique, quel rôle ils vont avoir à y jouer et comment eux vont pouvoir finalement s'inscrire dans la durée au sein du cabinet. Et dans ce que vous remarquez, les cabinets d'avocats justement sont transparents sur les projets, ils expliquent clairement aux candidats les projets. Alors nous, on accompagne évidemment nos clients sur tous ces aspects-là, puisqu'ils ont encore tendance à beaucoup parler de contenu de poste, des dossiers qu'ils traitent, donc rester vraiment dans la technique. Et donc nous, on les aide à prendre de la hauteur et à exposer véritablement le projet dans sa globalité aux candidats.
Alors, pour terminer, quelles sont vos recommandations, justement, pour répondre aux attentes des candidats? Alors, il faut évidemment bien prendre en compte toute la dimension managériale du projet et c'est très important. Au-delà de travailler la marque employeur, il faut communiquer de manière claire sur ce que fait le cabinet, sur des sujets qui sont déjà d'actualité. Donc, évidemment, être capable de valoriser la capacité, en fait, à valoriser ses collaborateurs, à accompagner leur progression. Également, tracer des perspectives d'évolution qui soient claires, favoriser le bien-être au travail. Donc, ça passe par toutes les problématiques de vie personnelle, enfin, équilibre vie personnelle, vie professionnelle. Et puis, se saisir d'un ensemble de problématiques qui sont encore peu abordées par les cabinets d'avocats aujourd'hui. Je pense notamment à tout ce qui est formation professionnelle, toute la formation obligatoire, la question des disparités de rétrocession hommes-femmes, également tout ce qui va être lié aux questions de parentalité et puis le développement de la clientèle personnelle. Finalement, les candidats s'attachent de plus en plus aux valeurs qui sont véhiculées par les cabinets et donc on se rapproche de plus en plus de quelque chose qui est similaire à ce qui se fait sur l'entreprise et c'est un levier qui est aujourd'hui très important pour les cabinets d'avocats pour continuer à rester attractifs et donc à capter de nouveaux talents. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci Arnaud. Vous êtes toujours sur Décideur TV, on poursuit Lex Inside, on va parler du Legal Prompter avec mon invitée Ambre Nataf, cofondatrice du Juriste de demain. Ambre Nataf, bonjour. Bonjour Arnaud, merci pour l'invitation. Qu'est-ce que le Legal Prompting ? Alors, on ne peut pas être passé à côté de l'utilisation accrue ces derniers mois des systèmes d'intelligence artificielle et notamment des intelligences artificielles dites génératives. La plus connue, ChatGPT, et ce malgré la méfiance observée à leur égard. Alors, le legal prompting, c'est cette pratique clé de l'utilisation des systèmes d'intelligence artificielle qui consiste en le fait de fournir des instructions, des consignes à la machine, ce qu'on va appeler des prompts, pour pouvoir la guider afin d'obtenir une réponse juridique la plus précise, la plus cohérente et la plus pertinente possible. En d'autres termes, c'est savoir poser les bonnes questions ? Exactement. C'est même plus que ça, c'est vraiment dompter la machine pour obtenir la réponse la plus présentable possible. Alors, quelles sont les missions qui peuvent être confiées au legal prompter ? Donc, c'est la personne qui interroge la machine. Alors, ces missions, elles vont être plus étendues et plus enrichissantes que ce qu'on pourrait avoir tendance à croire. Première mission, donc ces missions vont aller avec la vie, le parcours de vie du prompt. Donc, ça va aller de la création du prompt, donc sa rédaction, en passant par une étape cruciale qui va être le test et l'optimisation du prompt. Donc, à ce niveau-là, on va améliorer le prompt pour obtenir la meilleure réponse. Ensuite, le legal prompter va valider la conformité du prompt avec des experts juridiques, notamment des avocats spécialisés. Donc là, il va collaborer avec ces experts-là. Ensuite, il va collaborer avec une toute autre équipe, donc l'équipe de développeurs, l'équipe tech, pour implémenter le prompt dans le système d'intelligence artificielle. Et puis ensuite, nécessairement, il va y avoir une mission de veille, tant sur le plan juridique que sur le plan technologique. Alors, quel est le profil type de ces legal prompters ? Alors, il y a encore quelques petites années, ce profil-là, il était vu un petit peu comme un ovni dans le secteur juridique. Aujourd'hui, c'est précisément le profil qu'on va rechercher. Donc, initialement et nécessairement, ça va être un juriste, donc qui a dû suivre une formation complète en droit. Et puis ensuite, on va lui ajouter une casquette technologique. Pas nécessairement une formation complète en innovation ou en IA, mais en tout cas des connaissances très précises et très approfondies dans le fonctionnement de l'utilisation de ces IA, notamment pour l'étape d'optimisation. Il va devoir aussi disposer de solides compétences soft, notamment il va devoir être un très bon communicant puisqu'il collabore avec différents départements et avec les utilisateurs finaux. On va ajouter à ça une bonne dose de curiosité également pour mener à bien sa veille. Et puis, tous les softs de management nécessairement. Alors aujourd'hui, qui emploie ces legal prompters ? Alors, on va plus parler aujourd'hui de mission,
Donc, on va vraiment prendre quelqu'un déjà au sein de l'entreprise qui va avoir cette appétence pour la technologie et on va lui demander de mener à bien ses missions. Donc, commencer à tester déjà ces outils d'IA génératifs parce qu'il y a encore une grande méfiance. Puis, quand on va voir le résultat, puisqu'il y a un double objectif, le premier objectif, c'est gain de temps. Évidemment. Et puis ensuite, à terme, ce sera la sécurité juridique. Donc d'abord, on commence à... Donc aujourd'hui, ce sont des missions confiées à un juriste dans une direction juridique ou dans une legal tech? Plutôt. Ou alors un service externalisé, mais les missions sont quand même assez riches et le temps de finaliser, d'optimiser le prompt est un temps long. La collaboration aussi avec les différentes équipes est un temps long. Donc je pense, mais c'est mon humble avis, que à terme, d'ici 2-3 ans, il y aura vraiment un poste ouvert à ces missions-là, que ce soit en cabinet d'avocat, donc aussi bien en cabinet d'avocat qu'en direction juridique. Donc pour terminer, l'avenir appartient au legal prompter? L'avenir appartient toujours aux juristes, mais oui, le legal prompter sera une aide considérable dans les opérations juridiques. On va conclure là-dessus. Merci Ambre d'être venue sur notre plateau. Merci. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et à très bientôt sur Décideur TV pour un nouveau numéro de Lex Inside.